La bande-annonce est dans la description si vous voulez la revoir. Non, mais en vrai, la bande-annonce lourde, ça donne envie de voir. Les frissons, les images sont incroyables, les émotions Hugo. que tu partages avec Hugo aussi, ton vidéaste. Waouh, par où commencer? Déjà, pourquoi tu fais l'Everest? Eh ben, je fais l'Everest dans le cadre de mon projet du Challenge et 7 sommets, donc en hommage à mon papa, que j'ai perdu à 9 ans d'un cancer du pancréas. Et c'est mon quatrième des 7 sommets, il m'en reste encore 3. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit, mais pourquoi ne pas faire l'Everest en dernier? Et en fait, je savais que c'était ma dernière année pour tenter d'être la plus jeune française à avoir gravi l'Everest et que ça allait quand même pouvoir... faire parler de mon projet, faire parler de mon association qui accompagne des enfants qui ont un parent atteint de cancer ou qui ont perdu un parent. Et je savais pas trop non plus à quel point ça allait déclencher un engouement. Je m'attendais pas non plus à ce que ça soit à ce point-là. Le projet initial, c'est en hommage à mon papa et parce qu'il a souhaité que ses cendres soient dispersées sur les sept. Ce que je trouve trop beau, c'est qu'à chaque fois, dans la construction du projet, c'est rendre hommage à ton père, mais c'est aussi pour donner encore plus d'ampleur et de visibilité à l'association 7 sommets contre la maladie qui est derrière. Et en fait, les deux projets sont intimement liés, quoi, maintenant. Bah c'est ça en fait, du coup le challenge c'est les 7 sommets, mais mon asso elle s'appelle 7 sommets contre la maladie aussi, dans l'idée de faire ce suivi là. Tous les enfants sont là pour découvrir mes films, c'est aussi pour ça qu'on les fait avec Hugo. On avait une 50aine d'enfants sur Strasbourg, sur Lyon aussi. Alors le but de l'asso, il y en a plein, mais le premier objectif c'est pour les enfants de se rendre compte qu'ils sont pas seuls dans cette situation, parce que moi j'étais finique à l'époque et je connaissais aucun autre enfant qui était dans la même situation que moi, et c'est vrai que ça m'a un petit peu manqué, je me suis sentie un petit peu seule. Après mon père m'avait vraiment très bien préparée à ce que j'allais vivre parce qu'il savait qu'il allait mourir et il a réussi à me le dire avant de partir. Donc j'ai eu beaucoup échangé avec lui, donc j'étais prête, on va dire, même si j'avais que 9 ans. Et c'est vrai que l'objectif là aujourd'hui, c'est d'accompagner, alors c'est globalement l'enfant, mais finalement c'est la famille de manière générale, parce que tu vois là j'avais au téléphone une maman, c'était samedi, son mari est atteint d'un cancer du pancréas qui est incurable, il est métastasé, elle a une petite fille de 6 ans et en fait moi j'échange énormément avec le parent malade, avec le parent restant sur la fin de vie, parce que nous on accompagne les enfants qui ont des parents atteints de cancer grave et on va l'accompagner l'après. Je vais essayer de pas pleurer, mais aujourd'hui on avait l'enterrement d'une maman qui est décédée samedi aussi. Donc voilà, c'est pas facile parce qu'on est quand même constamment remis dans le décès, dans le cancer, mais c'est vrai que c'est l'objectif de l'asso, c'est l'objectif de ce que je fais. Ouais. Je trouve ça, en tout cas pour ma part, impressionnant de voir quelqu'un qui côtoie aussi souvent la mort d'aussi proche et de réussir à garder la face pour inspirer justement tous ces enfants qui ont besoin d'avoir une figure, quoi. Là, entre décembre et janvier, on a perdu 4 parents. Ouais, et même à gérer pour toi, parce que toi, donc, tu donnes beaucoup aux autres. Toi, ça doit te faire aussi revivre ce que tu as vécu. Oui, je revis forcément tout le temps ce que j'ai vécu personnellement. Et en fait, je me dis, son cancer et sa mort, elle n'a pas servi à rien. Et que faire tout ça, c'est continuer à le faire vivre, en fait. Donc, c'est pour ça que finalement, pour moi, c'est hyper important tout ce qu'on fait, tout ce qu'on construit. Et je ne suis pas toute seule, hein. On est 500 dans l'asso, donc c'est quand même une vraiment grosse structure. Et après, c'est vrai que sur les réseaux... j'ai pas non plus envie d'être trop dans le dramatique tout le temps, mais c'est vrai que mon quotidien il est beaucoup tourné autour de ça. Ça sent quand on parle même, tu vois, c'est fou. Oui, mais tu vois, la maman qui est décédée, dont l'enterrement a été aujourd'hui, c'était une maman dont on était vraiment très proche. Je veux dire, on l'a vue très souvent, on a beaucoup accompagné ses enfants, donc ouais, c'est pas évident, mais c'est pas ce que j'ai envie de montrer en priorité sur les réseaux. Quand j'ai découvert la lettre de mon père, c'était en mai 2021 et je partais en Tanzanie en voyage humanitaire. Et j'étais à 1 heure du Kilimandjaro, qui était les premiers des 7 sommets. Et du coup, l'aventure, elle a commencé comme ça. Et je démarrais du coup mon alternance chez Moët Hennessy dans le groupe LVMH en septembre. Et je me suis dit, vas-y, je vais tenter cette ascension. Et puis après, je vais reprendre le cours de ma vie. Et en fait, finalement, je me suis embarquée dans l'aventure et ça s'est pas arrêté. Et c'est l'aventure qui m'a pris en entier et maintenant, je ne fais plus que ça, quoi. Comment tu te prépares à monter l'Everest? C'est une prépa physique et de sportif de haut niveau, non?
Enfin, oui. Oui, ouais, quand même. Après, c'est ce que je dis souvent dans la préparation de l'Everest, et d'ailleurs, il y a pas mal de sujets là en ce moment autour de l'Everest. C'est vraiment les expéditions précédentes que tu as pu faire qui sont hyper importantes, et surtout de savoir si tu vas supporter l'altitude et que tu n'auras pas de mal aigu des montagnes, le MAM, puisque en fait, il y a beaucoup de gens, malgré toutes les compétences physiques et tout le sport qu'ils peuvent faire, qui n'arriveront jamais au sommet du Mont Blanc parce que en fait, ils sont très malades. J'ai vomi en montagne à 3000 mètres au Maroc dans l'Atlas. Ben ouais, mais oui, vraiment. et ça n'a aucun rapport avec les aptitudes physiques. Ah, donc j'ai en vomi, fait, mais comment tu sais ça? Du coup, tu fais un Mont Blanc pour voir si tu réussis à l'altitude. Mais quand t'es monté au Kilimandjaro, toi, tu savais pas si à 6000 mètres tu tenais? Ah bah non, mais c'est pour ça que je savais pas si j'allais réussir le Kilimandjaro et que j'étais même pas partie dans ma tête en me disant je vais réussir le Ki. Ah, t'y allais en mode. T'avais vu du coup le message de ton père et La lettre, ouais. La lettre, et tu t'es dit, ok, là, je suis au pied du Kili, j'y vais. Ouais. Bah, c'est facile. Mais en fait, quand j'ai vu mon état par rapport à mes Sherpas, par rapport à mes guides et tout, je me suis dit, mais je suis pas normale, quoi. J'étais. Du coup, t'as fait des études, des tests après, et t'as une prédisposition physique pour la haute montagne. Oui, bah là, même à 7100 au camp 3 de l'Everest, on était normal. Enfin, moi, j'étais vraiment genre. Ah ouais, c'est. Ça prend combien de temps à monter l'Everest? Ça prend 40 jours. Donc c'est vraiment des longues expéditions, et par contre quand tu rentres t'as plus de muscles, t'as plus rien. Mais c'est pas 40 jours à grimper, t'as tout un temps justement. Comment ça se passe? T'arrives au camp de base, tu passes combien de temps au camp de base? Bah déjà tu prends 10 jours pour arriver jusqu'au camp de base. Ok, c'est une marche d'approche? Ouais, la marche d'approche, le trek jusqu'au camp de base, une dizaine de jours. Ensuite, tu arrives au camp de base, tu vas te poser 2-3 jours, tu vas faire une première acclimatation. Donc là, on est allé faire le Loubouché. Là, j'étais ultra malade, donc ça s'est pas super bien passé, mais au final, on a réussi à atteindre le sommet. Puis en redescendant, mais là, j'étais vraiment, je pense que j'avais la plus grosse grippe angine de toute ma vie. Ah bah, faut se couvrir là-haut. Non, mais il y a beaucoup de gens qui sont malades, et d'ailleurs, c'est déjà quoi? C'est les je pense que c'est les défenses immunitaires qui baissent un peu forcément parce que. Ouais. Et alors il y a le Khumbu Cove, c'est une toux liée à l'Everest, enfin à l'air à l'Everest, et du coup tout le monde tousse, enfin oui, il toussait, mais j'avais l'impression que ses poumons allaient sortir tellement il est. C'est pas à cause des soirées, ça? Non, c'est pas à cause des soirées. Parce que donc t'es au camp de base? Oui. Combien de mètres? 5000, un peu plus de 5000 mètres. Ok, ouais, le camp de base, déjà, moi, je meurs étouffé en 2 jours. Et là-bas, tu vis pendant. Mais d'ailleurs, franchement, genre, même au camp de base, donc il y avait des gens qui faisaient le trek du camp de base, qui arrivaient au camp de base, qui restaient genre 1 ou 2 jours un peu là-bas. On a quand même, je crois, 4 personnes sur une dizaine de personnes qui ont tenté le trek, qui sont repartis en hélico parce que mal aigu des montagnes, ils étaient sous ox et tout. Ah, donc la marche d'approche. Au camp de base. Ah, mais ouais, d'accord. Oui, non, mais vraiment, c'est vénère. Enfin, genre. Et comment ça se passe comment préparés, Ah non, ils étaient pas très préparés, mais je pense qu'ils s'attendaient pas à être aussi mal. Mais vraiment, enfin, je me souviens de deux femmes qui étaient venues. Déjà, quand elles sont arrivées, je les ai vues blanches et tout. Je me suis dit, oula, elles ont pas l'air en forme du tout. Elles ont pas passé une nuit, quoi, au camp de base. Waouh. Alors que nous, on en passe 3 semaines. Ouais, et du coup, pendant 3 semaines, comment tu vis? C'est quoi? Qu'est-ce que tu manges? T'as des salles communes pour déjeuner? Oui, t'as ta tente messe. Alors après, ça dépend des équipes. Nous, on avait une petite équipe. Enfin, je veux dire, c'était des locaux. Enfin, c'était une équipe népalaise et tout. Après, t'as des très, très grosses agences où là, c'est à l'international et tout. Nous, on était vraiment avec une petite team. C'était trop cool. Et ouais, t'as ta tente messe où tu manges, enfin, petit-déj, repas de midi, repas du soir. C'est quoi la nourriture? Tu manges pas mal népalais, du coup, dal pâtes. Ça, c'est vraiment la nourriture type number one. Eux, ils mangent dal pâtes toute la journée. Enfin, ils mangent que ça, midi, soir. Ils mangent pas à midi en général. Enfin, matin et soir, pardon. Ils mangent pas le midi? Souvent, ils font 2 repas et ils vont faire dal pâtes. C'est culturel? Ouais, c'est plutôt culturel. Et sinon, après, tu manges plein d'autres trucs. Enfin. C'est pas du sous vide quoi. Ah, c'est pas lyophilisé. Ah, c'est pas. Non, lyophilisé. Lyophilisé, ça arrive à partir du camp 3, du coup, à 7000. Tu manges lyophilisé camp 3 et camp 4. Ok, pendant combien de jours? Bah, du coup, quasiment pas de jours. Parce que camp 3, tu dors une seule nuit. Okay. Et camp 4, tu dors même pas au camp 4. Hein. Tu fais quoi? Tu fais 2 heures et tu remontes? Donc on est parti à 2h du matin du camp 3, on est arrivé vers 14-15h au camp 4.
Donc là, on atteint les plus de 8000 mètres. Et ensuite, tu vas te reposer 3-4 heures. On est resté un petit peu plus longtemps au final au camp 4 parce que la météo était pas dingue. On est parti, je crois, vers 22-23 heures. Là, tu passes la nuit à monter jusqu'au sommet, quoi. Et niveau hygiène, sur place, genre pour prendre des douches, se brosser les dents. Parce qu'on a quand même demandé à ton vidéaste, à Hugo Lorenz, là, qui on dit bonjour, donner des infos. Il s'est trompé de sac, non? Pour aller aux toilettes? Il n'y a pas une histoire comme ça? Ah, si. Oui, non, mais nous, de toute façon, tous les trucs où... Fallait pas, vous avez fait... C'est quoi cette histoire? Ouais, en fait, du coup, à l'Everest, donc au camp de base, t'as des toilettes, mais vous les verrez demain, ils sont très, très mythiques. C'est très, très drôle. Les toilettes, vraiment, c'est hilarant. Enfin, c'est un gros saut, en gros. On va tous au même endroit, donc tu vois bien le truc de tout le monde, quoi. J'ai pas appétissant, là. Heureusement, je vois pas bien. Qui mange devant l'émission. Mathieu, tu vois très bien, toi. Tu nous as raconté comment tu faisais pipi sur les courses tout à l'heure. Avec compétences développées avec des années de pratique, mais en effet. Mais on racontera pas ça ici. Ouais, en gros, il pisse en marchant. Mais bon, vas-y. Ouais. Et ensuite, en camp 1, camp 2, camp 3, camp 4, on fait nos besoins dans un sachet. On a fait dans le mauvais sachet. Mais du coup, le sachet était hyper petit, quoi. Ouais. Genre vraiment très petit. Et du coup, on s'est dit, mais comment c'est possible de... Fallait pas prendre un tacos là, quoi. Tu manges pas épicé sur le moment. De rentrer dans ce format-là. Et en fait, après, on a réalisé que juste, c'était pas le bon sachet. Ok, bon. Et là, il y a eu embrouille. Il y a eu Erja, comme on dit. Non, il y a pas eu embrouille, mais en fait, moi, pourquoi je suis ce que Hugo initie aussi. Enfin, j'aurais pu juste regarder la notice et lire correctement comment ça se passait. Hugo, du coup, au final, j'ai même pas réussi parce que c'était trop stressant. Et est-ce que l'Everest c'est quelque chose qui financièrement est accessible, ou à peu près combien il faut si moi demain je vais aller me faire une expé là-bas? Non, ça coûte cher. Ah ouais. Ouais, ça coûte cher. Là, globalement, c'est entre... Bon, tout dépend parce que tu as des expéditions, ça peut monter jusqu'à 400 000 € par personne. Wow. Tu as des niveaux de luxe, entre guillemets, différents. Des étoiles? Nous, c'était... c'est pas des étoiles, mais je veux dire, tu as des agences où tu as une tente, où il y a du chauffage dans la tente, où tu as de l'électricité, où tu as tes toilettes. Enfin, je veux dire, c'est autre chose. Jacuzzi, massage des pieds. Ouais, quand même pas. Mais en tout cas, tu as quand même des chambres au camp de base qui sont... plus sympa que d'autres. Nous, c'était très très simple, mais c'était très bien parce qu'on voulait vivre notre Everest à la dure quand même. Okay. Mais par contre, après sur les camps supérieurs, là, c'est pour tout le monde pareil. Mais oui, nous, c'était plus dans les 50-60 000 € par personne. Ce qui est déjà quand même très, très cher. 400 000 € toi avec ta chaîne YouTube pour aller sur les on y va ensemble. J'ai pas trouvé. Non, mais après d'un côté, tu vois, je pense que c'est quand même vachement bien que ce soit cher parce que ça dissuade déjà. Oui,